Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la stratégie de marque. Je me présente, je m'appelle Christophe Tourneur, je suis responsable communication et développement de l'IRCE. En deux mots, l'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. C'est l'organisme de formation référence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis une bonne trentaine d'années. On est à la fois un organisme de formation et un réseau d'entrepreneurs. Et on se développe au niveau national depuis à peu près 2 ans. On a créé il y a 1 an une antenne à Paris. Et donc, à l'IRCE, on propose des parcours de formation et d'accompagnement stratégique sur différentes thématiques, selon le stade de développement de votre entreprise, à la création, amorçage, développement, et jusqu'à la transmission d'entreprise, et également sur des leviers de croissance et de développement, comme la transition écologique, l'entreprise à mission, la stratégie commerciale, le développement international ou encore le pivot au retournement d'entreprise. Et dans tous ces parcours, il y a plusieurs ingrédients qui sont transversaux, comme l'ingénierie financière par exemple, mais aussi la communication, comment on communique son projet. Or, pour communiquer, pour bien communiquer, il faut s'appuyer, c'est important de s'appuyer sur une stratégie de marque. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi c'est important et comment on définit et on pilote cette stratégie de marque. Donc aujourd'hui, on va voir plusieurs points. Pourquoi une stratégie de marque? Qu'est-ce que la plateforme de marque? Vous verrez que c'est un élément central de votre stratégie de marque. Comment choisir un nom, un logo? Comment et pourquoi c'est important de définir une charte graphique pour son identité visuelle. Et on va aborder aussi la notion de storytelling et d'expérience client. Donc je vais commencer par pourquoi une stratégie de marque et pourquoi, comment la stratégie de marque peut jouer un rôle essentiel dans notre stratégie globale d'entreprise. Alors, l'identité de marque, c'est quoi? C'est la représentation mentale que l'entreprise souhaite imposer à ses parties prenantes. Je parle bien d'imposer, c'est volontaire, parce que l'identité de marque, en fait, sa vocation étant persistante, elle s'oppose à l'image de marque. L'image de marque, c'est quelque chose que vous pouvez moins maîtriser. C'est l'image qui est perçue par vos interlocuteurs. Donc, l'identité de marque, c'est ce que vous souhaitez montrer, et l'image de marque, c'est ce dont les gens perçoivent. Donc là où vous allez pouvoir agir, c'est sur votre identité de marque, justement. Et son rôle principal, ça va être de marquer votre singularité, la singularité de votre entreprise, bien sûr, et de créer un lien émotionnel. C'est ce qui va vous permettre, en fait, ce lien émotionnel, de vous différencier sur votre marché et non seulement de vous démarquer, d'ancrer votre entreprise et votre marque dans l'esprit des gens et de créer la différence et d'appeler à l'action. Parce que ce sont les émotions qui vont amener à l'action vos interlocuteurs et notamment vos clients. Par exemple, qu'est-ce qui fait que vous achetez plutôt un iPhone qu'un smartphone d'une autre marque? Je ne sais pas si tout le monde a un iPhone, pas forcément, mais pourquoi vous achetez un iPhone ou un Samsung plutôt qu'une autre marque? Est-ce que c'est vraiment par rapport à la vitesse du processeur? Est-ce que c'est vraiment par rapport aux mégapixels de l'appareil photo? J'en suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt l'émotion que ça va vous procurer l'ouverture du colis que vous allez recevoir qui va vraiment être pour vous le vecteur d'achat. C'est vraiment l'émotion qu'elle crée. Et qu'il s'agisse d'une start-up, d'une association, d'un produit, la perception que vos clients entretiennent avec votre marque va influer sur son succès, tout simplement. Et d'ailleurs, votre identité de marque, elle est déconnectée de votre produit. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple une start-up innovante, votre innovation, au bout de quelques années, elle va peut-être être moins innovante qu'elle ne l'était à ses débuts. Vous allez peut-être pivoter de modèle, vous allez peut-être avoir de nouveaux produits. Et en fait, votre marque, elle, n'aura pas changé dans son identité. Donc, en fait, il faut bien comprendre que les bénéfices produits ne sont pas éternels. Il ne faut pas tout miser sur ces bénéfices produits en disant de toute façon, mon produit est génial, donc il va se vendre tout seul. La marque peut aider à porter vos produits dans le temps. Voilà. D'où la phrase que vous voyez apparaître sur le document. Ce n'est pas le produit qui porte la marque, mais c'est la marque qui porte le produit dans le temps. Alors, la stratégie de marque, en fait, ça va être votre feuille de route qui va à la fois guider vos équipes marketing, faciliter le travail de force de vente de vos commerciaux, qui vont tous s'appuyer sur un storytelling, une identité visuelle, c'est tout simple, hein, s'ils doivent donner des documents à des clients, s'ils doivent créer un site internet, s'ils doivent... Voilà, tous les supports que vous allez utiliser pour communiquer,
et toute votre expérience client, on en parlera à la fin, va être appuyée sur votre stratégie de marque. Donc, c'est vraiment une feuille de route pour toutes vos parties prenantes, qu'ils soient externes ou internes. Bien entendu, il faut que cette stratégie de marque soit suivie dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut bien s'assurer que la stratégie de marque soit déployée en interne, bien sûr, et également en externe, s'assurer que sa réputation et l'image, dont on parlait tout à l'heure, l'image de marque et l'identité de marque, que l'image de marque soit la plus proche possible de l'identité de marque que vous vouliez déployer. Et avec les nouveaux outils, enfin les outils Internet qui existent depuis maintenant une vingtaine d'années, on parle aussi de e-réputation, c'est un terme que vous avez sans doute entendu parler. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Le travail d'image de marque est différent du travail de prospection. Le travail de prospection s'appuie sur la stratégie de marque. Mais la stratégie de marque, c'est quelque chose qui est vraiment sur la durée. La prospection, vous allez avoir des résultats efficaces tout de suite. Mais sans stratégie de marque derrière, ils peuvent retomber assez vite derrière. Voilà, l'image de marque et la stratégie de marque vont vraiment vous permettre de faire monter en puissance en fait votre travail de prospection. De bonifier. La plateforme de marque. Alors, qu'est-ce que la plateforme de marque? C'est un document central dans votre stratégie de marque que je conseille fortement de réaliser. On pense souvent que c'est un outil qui est dédié uniquement aux grands groupes. Or, pour une TPE, une PME, une association, c'est aussi hyper intéressant de le faire. D'ailleurs, nous, à l'IRSE, on en a fait une aussi, et je vais vous la montrer tout à l'heure comme exemple. C'est vraiment un document qui synthétise et qui formalise votre identité de marque. En un clin d'œil, vous comprenez l'identité de marque de votre entreprise. Et ça permet, donc c'est un outil qui permet aussi d'aligner plus facilement toutes vos équipes, en interne, en externe aussi, parce que c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement fournir à vos partenaires, à vos fournisseurs. Et elle peut même, en fait, cet outil, cette plateforme, elle peut même se co-créer avec vos parties prenantes. Ça peut être l'occasion. Alors pour un créateur d'entreprise, c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes souvent seul quand vous créez. Mais soit pour un repreneur qui veut redémarrer sur de nouvelles bases avec l'équipe qui va prendre en main, soit pour un dirigeant d'entreprise qui souhaite donner un nouvel élan à son image de marque. Eh bien, ça peut être aussi l'occasion de co-construire avec ses salariés, avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, cette plateforme de marque. Ça permet d'entraîner tout le monde vers un but commun. Donc, qu'est-ce qui compose la plateforme de marque? Il existe plusieurs méthodes. Je vais vous donner ma méthode, qui est un assemblage de plusieurs méthodes. Vous trouverez assez facilement sur Internet différentes méthodes pour constituer sa plateforme de marque. Moi, celle qui me plaît bien, c'est une plateforme de marque qui est sur 7 dimensions. La vision, la mission, la promesse, les bénéfices, l'ambition, les valeurs et la tonalité ou le ton. On peut l'appeler aussi personnalité, ce dernier point. Donc la vision, c'est l'interprétation d'un contexte ou d'un marché qu'affirme la marque. En général, ça c'est un des rares points que je conseille plutôt au dirigeant de fixer lui-même. En fait, c'est le dirigeant qui a la vision d'où il veut amener ses parties prenantes. Donc ça part souvent du dirigeant, même si après il peut partager ça avec ses parties prenantes, recueillir leur avis et affiner sa vision. Mais en général, ça part d'une impulsion du dirigeant, la vision. Par exemple, la vision de Tesla, pour vous donner quelque chose de concret, c'est que le monde évolue et les enjeux écologiques sont primordiaux pour la survie de la planète. Voilà, ça c'est la vision officielle de Tesla. La mission, elle correspond à ce que la marque entreprend pour servir sa vision du marché. Alors souvent, la mission, pour les associations, par exemple, elle est intégrée dans les statuts. Aujourd'hui, la mission, on peut l'intégrer aussi dans son statut quand on devient une entreprise à mission. C'est un nouveau statut hybride. Ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire complet. Donc, on peut inscrire aujourd'hui sa mission dans ces statuts, ce qui renforce auprès de toutes les parties prenantes l'adhésion à cette mission. Donc j'ai dit, c'est ce que la marque entreprend pour servir sa vision du marché. Elle traduit la raison d'être en fait, de l'entreprise. C'est ce qui la rend utile aux yeux du public. Pour rester sur l'exemple de Tesla, la mission de Tesla est d'accélérer la transition énergétique vers des moyens de transport durables.
Vous voyez un petit peu la complémentarité. Je vous relis la vision de Tesla. Donc, le monde évolue et les enjeux écologiques sont primordiaux pour la survie de la planète. La mission, c'est accélérer la transition énergétique vers des moyens de transport durables. Vous voyez que là, avec la mission, on se rapproche un petit peu plus déjà de l'activité de Tesla sur les transports. Donc cette mission, elle peut avoir un engagement social, sociétal, environnemental. C'est en tout cas ce qu'on préconise à l'IRCE, mais ça n'est pas obligatoire. La promesse maintenant, c'est le contrat relationnel que la marque passe avec ses clients. Elle est factuelle, elle est figée et elle est ancrée dans le réel. C'est en fait une déclaration de la proposition de valeur et l'expérience unique que votre marque promet à ses clients. Elle permet en fait à vos clients de savoir vers quoi vous voulez les amener. Par exemple, Evian, alors je précise aussi que la promesse peut parfois être la baseline ou la signature de marque. C'est pas obligatoire, mais souvent on la retrouve peut-être en format plus court, plus résumé dans la baseline. Mais en tout cas, elle fait vraiment écho à la baseline en général. Par exemple, pour Evian, c'est Evian entretient la jeunesse de votre corps. Donc Evian vous promet qu'avec ces produits, vous allez entretenir votre jeunesse. Les bénéfices. Les bénéfices sont des avantages concrets, vraiment très concrets, qui confortent le choix du client. C'est en gros la promesse, mais vraiment dans sa déclinaison concrète. Par exemple, pour rester sur Evian, Evian permet de mieux digérer l'eau d'Evian et d'augmenter ses apports en calcium ou en magnésium et d'améliorer sa santé ou son bien-être. Vous voyez qu'on est vraiment sur des bénéfices concrets. L'ambition. L'ambition, c'est ce que l'entreprise, c'est la position de l'entreprise, c'est ce qu'elle souhaite être dans le futur et la façon dont elle souhaite être reconnue. On a par exemple parlé de Tesla tout à l'heure, son ambition est de faire de l'industrie automobile un secteur propre, sans émissions de CO2. Les valeurs, les valeurs guident l'action, comme je l'ai écrit, de la marque et doivent être partagées. Donc là, c'est vraiment, ça fait partie des points que je préconise de discuter avec vos parties prenantes et de co-construire avec vos parties prenantes. D'autres points sont dans ce cas-là aussi, mais vraiment sur les valeurs et sur la tonalité aussi. C'est hyper important que ça soit partagé avec vos équipes et vraiment de la secrétaire jusqu'au directeur, en passant par les équipes marketing et les équipes commerciales, bien sûr. Enfin, la tonalité, c'est la façon de parler de la marque. C'est pour ça aussi que je parlais de personnalité. On va voir après dans les exemples que je vais vous montrer, on a des plateformes de marque qui sont entièrement centrées autour de la personnalité. Et en fait, la plateforme est presque un persona. C'est-à-dire que c'est une personne virtuelle avec sa personnalité, ses valeurs. Moi, je préfère quand même la version plus concrète. Je trouve que c'est plus parlant, notamment pour des petites entreprises, d'être sur cette dimension-là que je viens de vous présenter. Donc, on va passer aux exemples. Alors, je précise que vous pourrez télécharger le document que je suis en train de vous montrer. Donc, vous aurez accès aux exemples que j'ai mis dans le document. Ça, c'est l'exemple de l'IRCE. Donc, on ne va pas passer, parce qu'on est sur un webinaire de 45 minutes, je vois qu'on est déjà à un quart d'heure. Donc, on ne va pas passer beaucoup de temps sur les exemples, mais en tout cas, sachez que vous pourrez y accéder. Donc là, on est vraiment sur les 7 dimensions dont je vous ai parlé. Et on a d'autres exemples de signatures. Voilà. Vous voyez qu'on est sur moins de dimensions pour Etam ou Evian. Et voilà, là, je vous ai mis Lacoste aussi parce qu'on est vraiment sur l'exemple dont je vous ai parlé sur la personnalité. Vous voyez, on parle même de physique, de mentalisation, de relation, de culture. C'est vraiment comme si on était sur si on parlait d'une personne virtuelle, quoi. Donc je vous laisserai regarder ça tranquillement. Mais en tout cas, vraiment, je préconise, quelle que soit votre dimension, quel que soit le stade de vie de votre entreprise au démarrage, une entreprise développée, si vous voulez redonner un petit coup de collier en interne comme en externe à votre identité de marque,
et pourquoi pas aussi utiliser cette phase comme un team building, c'est super intéressant. Le nom et la signature de marque, forcément, c'est inévitable dans une stratégie de marque. Alors, comme j'ai mis, il n'y a pas de recette magique pour choisir son nom. Un exemple très parlant, s'il y avait une recette magique, il suffirait de s'appeler Pomme pour vendre des téléphones. On dirait quoi? Pourquoi Pomme? Ah oui, Apple s'appelle Apple. Ça n'a rien à voir avec les téléphones. Et pourtant, ils en vendent par centaines de millions dans le monde. Bon, derrière le mot Apple et le logo Apple, évidemment, il y a une histoire. Je ne vais pas forcément la raconter aujourd'hui. Mais voilà, on n'est pas obligé d'avoir un nom de marque en rapport avec son activité, en fait. Et parfois, les choses les plus simples peuvent être hyper efficaces. Ce qui est surtout important, c'est l'histoire qu'on y met derrière. Et on verra le storytelling après. Bon, ceci dit, donc, il n'y a pas de règle magique, mais il y a quand même quelques grandes règles et quelques points de vigilance, surtout de choses à éviter, notamment sur la disponibilité. Évidemment, il faut que le nom soit juridiquement sain. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez fait une vérification derrière. En France, donc c'est plutôt avec l'INPI. Pour que votre nom ne soit pas déjà utilisé, notamment encore plus dans les domaines d'activité dans lesquels vous êtes. Parce qu'il peut y avoir quelques doublons parfois sur des domaines d'activité différents. Voilà, ça paraît être une évidence. Mais l'autre évidence aussi, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que en plus de l'INPI, assurez-vous que le nom de domaine Internet ne soit pas déjà pris. Parce que ça n'est pas lié. Voilà. Vous pouvez avoir une marque qui n'est pas protégée, mais dont les noms de domaine sont déjà largement réservés à l'avance. Et inversement aussi. Donc vérifiez bien les deux. Le point sur l'évocation, effectivement, c'est mieux si la marque est suggestive, si elle raconte une histoire. Encore une fois, c'est pas forcément. On peut évoquer directement les bénéfices du produit ou la promesse, mais c'est pas obligatoire si derrière le storytelling est bien rodé. En tout cas, on donne pas. Volontairement, j'ai donné l'exemple de la pomme Apple, où on peut citer Orange aussi, on est toujours dans les téléphones d'ailleurs. Donc on lance pas comme ça un nom au hasard, il faut qu'il y ait une histoire derrière, il faut qu'on évoque quelque chose, que ce soit explicite ou implicite. L'originalité aussi, bien sûr, ça doit étonner. Apple, voilà. Je vais reprendre. Je vous avoue, regardez, j'ai pas d'iPhone, donc je suis pas marié à Apple, mais il faut avouer qu'au niveau marketing, ils sont plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je m'en sers souvent d'exemple dans notre pardon, je viens de voir un message dans le chat. Oui, il y aura un replay. Je précise qu'il y aura un replay. Voilà, c'est pour ça que je prends souvent un peu l'exemple dans notre webinaire, parce que c'est frappant. Donc l'originalité, évidemment, ça doit être étonné, interpellé, éviter d'être banal. Et la mémorisation, plutôt court et facile à prononcer. Voilà, ce sont forcément des évidences, mais il y a eu des modes parfois, et donc on va en parler des modes justement. Il y a eu des modes de marque longue par exemple. Moi je vous conseille d'éviter les modes, d'être plutôt sur quelque chose d'intemporel et d'universel. Il y a eu par exemple des modes pour les startups qui se finissaient tous par EO. On en connaît par exemple Webikeo aujourd'hui. Bon, ça encore c'est pas très grave, mais si vous mettez par exemple, il y a eu toute la phase aussi des marques où il y avait les 2000 dans les années 90 où beaucoup de marques intégraient le mot 2000 dans leur nom. Bon bah voilà, après ça tombe en désuétude. Et si vous devez changer le nom, c'est un peu comme le logo, c'est très compliqué après. Il y a énormément de documents à mettre à jour, etc. Ça entraîne des frais, ça entraîne tout un travail de longue haleine, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'identité de marque et la stratégie de marque, c'est quelque chose qui est long à mettre en place. Donc si vous changez le nom et la signature, le nom pardon et le logo, qui sont les deux choses les plus visibles tout de suite, c'est un très 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 gros travail de modification. Voilà, donc essayez plutôt de trouver le nom que vous allez garder dans le temps par la suite. Et bien sûr, il faut que tout ça, le nom, le logo, etc., garde une cohérence. On va le voir plus tard, la cohérence, c'est ce qui est le plus important dans notre stratégie de marque. La signature de marque. Alors, la signature de marque n'est pas obligatoire.
Elle est associée au nom. Parfois, elle peut même être directement dans le logo, comme je l'ai mis en dessous, Decathlon à fond la forme. À la limite, Decathlon, leur signature de marque est tellement forte qu'ils n'ont plus besoin de maintenant, d'ailleurs c'est le cas, ils n'ont plus besoin de le mettre dans leur logo. Tout le monde la connaît et la retient. La signature de marque est différente d'un slogan. Un slogan est éphémère. Un slogan sert pour une campagne de communication, alors que la signature, elle est pérenne. Elle n'est pas forcément éternelle, vous pouvez la changer, mais elle est faite pour durer plusieurs années. On va passer rapidement sur la signature de marque. Le choix du logo. Alors là, on rentre, avec la charte graphique aussi qu'on va voir après, on rentre dans l'identité visuelle de la marque, qui fait partie des éléments tangibles, palpables de votre identité de marque, identité visuelle. Donc, comme pour le nom, le logo est ce que vous voyez en premier de la marque. Donc, évidemment, soignez-le. Je vous conseille, par exemple, de passer par un graphiste spécialisé en logotype. J'ai travaillé avec de nombreux graphistes. Tous ne sont pas spécialisés en logotype. Ils peuvent être très bons pour faire des illustrations, des visuels publicitaires de toutes sortes, mais pas forcément bons en logo. Voilà, donc, et surtout, évitez de le faire vous-même aussi. Voilà, donc, ça fait partie des choses, si vous créez une entreprise et que vous vous dites « je peux tout faire », non, le logo, vraiment, faites-le externaliser, c'est important. Ou alors, vous avez dans votre équipe un super graphiste qui est très bon en logo, bah, très bien. Il faut vraiment se dire que c'est la première chose, c'est vraiment la première vitrine de votre entreprise. Donc, il faut vraiment le soigner. Les points de vigilance donc, sont à peu près les mêmes que sur le nom de marque. Donc, je vais pas épiloguer là-dessus. Ils sont les mêmes donc sur la disponibilité. À l'INPI, vous pouvez vérifier, comme pour le nom, que le logo ou un logo ressemblant avec un peu la même forme ne soit pas déjà utilisé. L'évocation, l'originalité, l'intemporalité, voilà, vraiment, on est sur les mêmes points de vigilance que le nom de marque. Et en plus de ça, mais il faut avoir une attention particulière sur la signification symbolique selon les formes et les couleurs que vous allez choisir. Parce qu'effectivement, le logo est porteur de symboles et le choix des couleurs et des formes, il doit être vraiment réfléchi. C'est ce qu'on va voir juste après. Et je vous propose un jeu d'ailleurs. Dites-moi dans le chat, donc en haut à droite, vous avez le chat. Vous pouvez nous écrire des petits mots dedans. Selon vous, lequel de ces trois logos symbolise le mieux la notion de haut de gamme? Je vous laisse écrire. Je vois des premiers mots qui apparaissent. Voilà. Alors, c'est un jeu facile. C'est pour ça qu'on a toujours les mêmes réponses. Voilà. Nespresso, Nespresso, Nespresso. Alors, j'aimerais vous demander pourquoi. C'est vrai que la seule relation qu'on ait là, c'est une relation écrite par le chat, mais je vais vous apporter la réponse. La réponse, elle est dans la forme et les couleurs choisies par Nespresso, parce que Nespresso, c'est pas une marque de luxe. Nespresso, c'est une marque de café, que tout le monde connaît, évidemment, mais tout de suite, elle vous fait penser à l'expression du luxe. Et pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, les couleurs et les formes ont une symbolique. Le bleu, notamment, représente l'universalité, la confiance, la sérénité. Elle est souvent utilisée par des assureurs ou, là j'ai mis Walt Disney aussi, parce que Walt Disney est vraiment dans cette idée d'universalité. Le bleu, c'est tout simple, c'est la couleur qu'on voit le plus souvent autour de soi. Il suffit de lever la tête. Alors, ça dépend des régions, ça dépend des journées, mais le ciel est bleu. Donc c'est une couleur, comme on la voit tous les jours, qui donne confiance. Voilà. Le orange, c'est la communication, la créativité. Et comme je l'ai indiqué, c'est vrai qu'elle est très appréciée des startups et des entreprises du web. Mais pas seulement. Si vous voulez exprimer la créativité comme idée première de votre marque, choisissez l'orange. Le rouge, c'est la passion, l'ambition et c'est aussi l'action. Elle est souvent choisie par des marques qui sont destinées à un jeune public. J'ai mis Red Bull, j'ai mis Nintendo, effectivement, comme exemple. Le noir, on y vient par rapport à Nespresso. C'est la sobriété, l'élégance, le luxe. Et j'ai mis 3 petits points, attention, ou le deuil. Et c'est vrai que il faut faire attention comment on l'utilise, le noir. Donc on va l'associer. Vous voyez, Nespresso, là, par exemple, il y a une typographie très particulière qui ajoute ce petit côté de luxe. Et bien sûr, après, c'est associé avec tout le reste. C'est associé avec George Clooney qui arrive en costard, très classe, et qui propose un café à
une ravissante femme. Voilà. Donc tout ça va rentrer dans le code du luxe. Mais attention à l'utilisation du noir. Je précise aussi, je ne sais pas si je le dis après dans les slides, mais je vais vous le dire maintenant, c'est que les couleurs qu'on voit là et leurs codes s'appliquent à notre société occidentale. D'accord? C'est-à-dire que sur d'autres continents, dans d'autres cultures, vous allez pouvoir avoir des significations différentes. Par exemple, en Inde, le blanc est la couleur du deuil. Voilà. Alors que chez nous, ça va plutôt être, d'ailleurs je ne l'ai pas mis là, le blanc, ça va plutôt être une idée de pureté chez nous. Donc pour le jaune, donc ça je vous le dis parce que si vous avez une dimension internationale, pensez-y, quoi. Le jaune, on est sur l'optimisme, la lumière, la vie. Et là, bah, c'est vrai que c'est dans des domaines très variés. Là, je vous ai mis une marque de meubles et une marque de sucettes. On peut avoir une marque de voiture comme Renault aussi. Et le vert, c'est la couleur de l'espoir, du nature, du green. De plus en plus utilisé, notamment par des marques qui, au départ, n'avaient pas forcément une image green, comme McDo, qui n'ont pas toujours complètement, mais en tout cas qui y travaillent. Voilà, donc c'est une évidence, mais voilà, c'est une couleur qui est de plus en plus utilisée. Alors, je précise aussi qu'effectivement, la combinaison des couleurs peut jouer. J'ai pris un ancien logo de Renault, je crois que depuis, ils ont changé un petit peu, enfin, ils ont vraiment changé leur logo. Mais l'idée, c'était de montrer que, à la base, dans l'idée de Renault, ils ont voulu associer une couleur jaune, mais plutôt or, avec du chromé, pour une idée d'élitisme et alors pas de luxe, mais voilà, de gamme levée. Ikea, au contraire, ils vont être sur l'universalité, on en parlait tout à l'heure, du bleu. Donc lumière et universalité. Donc vraiment, en combinant les couleurs, vous pouvez avoir des significations différentes. Là, j'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, selon les cultures, la symbolique peut être différente. Et enfin, donc, on peut associer les couleurs, mais on peut associer les couleurs et les formes aussi, pour finir sur le logo. Par exemple, le triangle va plutôt faire penser aux notions d'harmonie et de sécurité. Pointe vers le haut, c'est la virilité. Pointe vers le bas, c'est la féminité. Alors, vous allez dire, c'est très théorique tout ça. Tout le monde n'aura pas forcément la même perception. Mais clairement, quand on voit le logo Mitsubishi, on pense à une marque assez costaud, assez masculine. Donc, on va dire que statistiquement, cette symbolique fonctionne. Elle ne fonctionnera pas pour 100% des gens. Le carré ou rectangle, donc, va plutôt définir la solidité. D'ailleurs, vous voyez là, j'ai mis que c'est souvent utilisé dans le secteur du BTP, mais ça peut aussi être utilisé dans le secteur des assurances. Parce que quand on va s'assurer dans une compagnie d'assurance, on aime bien avoir la sensation qu'on est chez quelqu'un de solide. Voilà. Donc le carré peut aider. Le triangle pointe vers le haut aussi d'ailleurs. Les polygones, on va peut-être sur quelque chose de complexe et de technique. Là concrètement, sur la moto, alors on aurait pu d'ailleurs sur la moto être sur quelque chose de plus solide, de plus masculin. Là sur Harley, mais ils ont décidé plutôt d'être dans la technicité. Le rond, c'est la douceur, l'infini, la perfection, la créativité. Et vous voyez que pour deux marques de voitures, donc on vend le même produit, mais on est sur une image de marque différente. Une chez Mitsubishi qui est plus masculine et une chez BM qui est plus féminine. Ou en tout cas plus douce. Et ensuite, eh bien, il y a aussi la combinaison de la typographie. En fait, le logo peut être une typographie en lui-même, comme Coca-Cola. Et là, on va retrouver les symboliques de rondeur, par exemple, chez Coca-Cola. Qui donc font penser à la douceur, à l'infini, notamment Coca-Cola qui veut vraiment évoquer une notion dans l'infini. Chez eux, c'est plutôt l'universalité, le fait qu'il soit là depuis très longtemps et pour toujours. D'où aussi, pendant des années, la signature Always Coca-Cola.
Une fois que vous avez trouvé le bon nom et le bon logo, la logotype, elle va être directement reliée à la charte graphique. Alors, pourquoi je dis une fois que vous avez trouvé le logo? On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. On peut d'abord faire une charte graphique et de cette charte graphique découle le logo. D'ailleurs, en général, le choix des couleurs se fait avant l'un et l'autre, vraiment sur la symbolique. Mais en fait, ouais, que vous fassiez l'un ou l'autre, il faut surtout que les deux soient cohérents, quoi, et se marient bien ensemble et évoquent la même idée. Donc la charte graphique, ce sont tous les éléments. Alors, ça m'a dit que j'ai une baisse de la connexion. J'espère que tout le monde m'entend bien et me voit bien. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Et si c'est OK, on déroule. On a d'ailleurs l'équipe de Webikeo qui est là. Je les remercie. Merci Shaima. Si jamais il y a un souci, vous pouvez l'indiquer dans le chat. On en est à 30. Il reste officiellement 15 minutes. Donc, je vais un petit peu accélérer. Donc, la charte graphique, c'est un peu comme... c'est un peu le pendant de votre plateforme de marque, qui là dans les mots et votre document de référence. Là, c'est plutôt sur toute la partie identité visuelle, ça va être votre document de référence qui va servir à vos graphistes, et puis à toutes vos parties prenantes, parce que selon la taille de votre entreprise, vous n'avez pas forcément des graphistes. Mais si vous avez des responsables de projet, des commerciaux qui doivent de temps en temps créer des supports de com, ils vont pouvoir s'appuyer sur la charte graphique, vos codes couleurs, les typos que vous utilisez. Donc les typos, c'est les polices de texte, les thèmes visuels. Peut-être que vous aurez déjà au préalable créé des modèles de documents dans lesquels ils n'auront plus qu'à changer les textes, par exemple. Et tout ça, même les modèles de documents, vous pouvez aussi les inclure dans votre charte graphique. Vous avez un exemple là de charte graphique où on voit clairement, quel que soit le support, qu'il y a une ligne directrice. C'est vraiment un fil conducteur entre tous vos supports, qu'ils soient print, donc imprimé, physique, ou virtuel. Et donc, comme j'ai dit, en lien direct, en fait, il fait écho à votre plateforme de marque, notamment à votre personnalité, la personnalité que vous aurez indiquée dans votre plateforme de marque. Ce qui va permettre à votre marque d'être reconnaissable, quel que soit le support, quel que soit l'endroit. Voilà. Donc, je ne vais pas épiloguer non plus sur la charte graphique, parce que là, on pourrait faire tout un webinaire là-dessus. Mais évidemment, comme pour le logo, si vous pouvez le faire par des professionnels, c'est préférable. Sauf si vous avez des professionnels graphistes intégrés à votre équipe. Donc, on en arrive au storytelling, parce qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, le logo, le nom, si vous aviez juste Apple tout seul, on dirait, mais à quoi ça rime? Donc, il faut vraiment que votre marque, elle soit appuyée par une histoire que vous racontez. Et c'est par les histoires, c'est par l'histoire que vous racontez qu'on va pousser les émotions, en fait. L'histoire est un vecteur d'émotion. Et c'est ça vraiment qui va permettre de pousser à l'action. Parce que, comme je l'ai dit au démarrage du webinaire, ce sont les émotions qui vont vraiment pousser vos parties prenantes et notamment vos clients à l'action. L'émotion et l'histoire aussi, elles vont permettre d'ancrer dans la mémoire votre marque auprès de vos clients et donc de les fidéliser dans le temps. Le sujet du storytelling, il peut être divers. Ça peut être lié à votre produit, ça peut être lié à l'entreprise elle-même si elle a une longue histoire. Si c'est une entreprise qui existe depuis plus de 100 ans et qui a marqué l'histoire une période de l'histoire de son pays, etc., vraiment, c'est intéressant de jouer à fond dessus. Ça peut être aussi l'histoire de son fondateur qui se met en scène. Ça a été le cas, par exemple, longtemps d'Afflelou. C'est un choix. On a aussi, par exemple, Julie-Édouard Leclerc qui se met beaucoup en scène et qui axe son storytelling aussi sur sa personne en partie. Ça peut être le produit ou ça peut être le client lui-même qui est mis en scène. L'important, quel que soit le sujet, c'est qu'elle doit être authentique et faire écho à l'identité de marque. On revient toujours à la cohérence. Logo, nom, charte graphique, plateforme de marque, storytelling, tout doit être cohérent. Et authentique, pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien inventer une histoire, comme j'ai dit, on peut inventer une histoire autour de son client, mais il faut que ça se raccroche quand même aux valeurs de l'entreprise et à sa personnalité. Si ce n'est pas le cas, au bout d'un moment, ça finira par se voir.
Et évidemment, si vous parlez de l'histoire du fondateur ou de l'entreprise, si vous racontez des bobards, là aussi, ça se verra encore plus vite. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur quelque chose de sincère, c'est important, si vous voulez que ça puisse être efficace dans le temps. Le storytelling, en fait, quand vous racontez une histoire, que ce soit pour l'histoire d'une entreprise ou une histoire, un livre ou un film, il existe plusieurs typologies d'histoires qui reviennent souvent. Alors là aussi, il existe plusieurs méthodes. Moi, la méthode que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, c'est celle de Sébastien Durand. Et je vous conseille je fais un peu de bibliographie. Je vous conseille d'acheter son livre. C'est pas un ami, c'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est simplement que moi j'ai été très marqué par son livre positivement, qui s'appelle Storytelling, réenchanter votre communication. Donc voilà, je lui fais une publicité gratuite. Et en fait, lui, son idée, c'est de diviser les différents types d'histoires en 7 types qu'il appelle par les noms de la semaine. Donc vous avez le dimanche. Alors, les noms de la semaine qui sont en fait basés sur des noms de dieux grecs à la base. Donc le dimanche, c'est Apollon. Apollon, c'est le soleil. Et c'est une personnalité qui est adaptée aux entreprises qui ont pour ambition de changer la vie de leurs clients ou de les éclairer et de leur montrer le chemin. Clairement, l'IRCE, par exemple, où on va proposer aux dirigeants de lever la tête du guidon et de réfléchir à sa stratégie pour voir de nouvelles voies de développement pour son entreprise. On est sur un modèle dimanche ou Apollon. Le lundi, donc, c'est la déesse Diane, c'est la lune lundi, d'accord. Soleil, sun, Sunday, dimanche. Okay, c'est pour ça que je vous dis les astres, les noms de dieux, de déesses et les jours de la semaine sont liés étymologiquement, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous mets les trois. Et donc sont liés à un type d'histoire. Il faudra rentrer dans le livre de Sébastien Durand pour vraiment voir en détail les caractéristiques de chaque histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez vous appuyer sur un modèle. Et ça vous facilite le travail d'écriture après. C'est pour ça que je vous montre ça. Donc, je ne vais pas forcément vous lire tout ce qui est marqué à l'écran. Vous pourrez le voir sur le support que vous allez pouvoir télécharger. Mais selon que vous êtes plutôt un David contre Goliath, un petit qui se bat sur un marché où il y a des gros, par exemple, selon que vous voulez donner un sentiment de proximité, eh bien vous êtes plutôt Mercure. Si vous voulez montrer que vous êtes le boss de votre marché, vous allez plutôt être jupitérien. Voilà, donc ce sont vraiment plusieurs types d'histoires qui vont vous aider si vous mettez un petit peu dans les pattes ce type d'histoire à écrire votre storytelling. C'est un facilitateur d'écriture, cette méthode. Et d'ailleurs, je voulais vous proposer dans le chat, là comme ça, à vue de nez, quand vous lisez un petit peu ce que vous voyez, à quelle personnalité vous vous identifiez comme ça spontanément. Donc je vais vous laisser l'écran en fait pour que vous puissiez m'écrire dans le chat, vous spontanément à quoi vous penseriez. Vous identifiez à qui? Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vous laisse lire tranquillement. On a un Apollon. On a beaucoup d'Apollon. On a un Vénus. Voilà, en tout cas, je vous sollicitais pour voir un petit peu si c'était parlant pour vous. Alors, ce qui sera encore plus parlant, c'est d'approfondir chacune des typologies. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le storytelling, c'est l'air de quelque chose de compliqué. Mais en fait, si vous utilisez les bons outils pour vous guider dans votre écriture, ça va tout seul. Et ce qui est important dans un storytelling, c'est de l'imaginer comme un scénario, en fait. Comment on construit l'histoire. Donc, une fois que vous avez choisi votre typologie de scénario, comme pour le scénario d'un film, vous avez au cours de votre scénario ce qu'on appelle un élément déclencheur. Parce qu'en fait, toute histoire est le récit d'un changement.
Ce qu'il faut vous dire, c'est quel changement propose votre marque. Qu'est-ce que vous allez changer dans le monde, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous allez changer sur votre marché, sur votre marché? Qu'est-ce que vous allez changer dans le quotidien des gens? Quels sont les enjeux de ce changement? Et quelles sont les actions que vous mettez en place pour y répondre et quelles sont les conséquences? Donc vraiment pensez à cette notion de changement et vous allez avoir en fait dans la construction de votre récit, comme dans un scénario, vous allez avoir des méchants, des gentils. Alors, en général, vous passez plutôt du côté des gentils. Donc d'ailleurs, c'est pas forcément des méchants, des gentils, c'est un héros et un ou plusieurs antagonistes. Donc le héros, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être vous, ça peut être vous en tant que dirigeant, ça peut être votre client type, ça peut être l'entreprise, ça peut être plein de choses, ça peut être votre produit. L'antagonisme, ça peut être l'environnement, la crise, ça peut être le concurrent, ça peut être, vous allez avoir aussi, vous allez pouvoir avoir des alliés, et vous aurez une quête et donc un élément déclencheur qui sera le changement que vous allez opérer, comme je l'ai dit juste avant. Donc, il faut vraiment l'imaginer comme un scénario de film, mais appliqué à votre entreprise. Et ensuite, ce storytelling, vous allez le déployer dans votre discours. Là, encore une fois, comme pour la plateforme de marque, de la secrétaire jusqu'au directeur général, en passant par toutes les équipes. Il faut vraiment que cette histoire transparaisse quand vous décrochez le téléphone pour dire bonjour, presque il faudrait que ça se ressente, quoi. Mais si tout ça est appuyé par votre charte graphique, votre plateforme de marque, ça ira tout seul. Encore une fois, l'important, c'est la cohérence. Donc, une fois qu'on a sa plateforme de marque, sa charte graphique, avec son logo, son nom, qu'on a écrit une histoire principale et, je ne l'ai pas précisé, mais il peut y avoir plusieurs storytelling, comme il peut y avoir plusieurs pitchs selon son interlocuteur, le tout étant que les storytelling annexes soient tous raccordés au storytelling principal de votre entreprise, bien sûr. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, il reste quoi? Il reste l'expérience client. L'expérience client, c'est ce que va vivre votre client, quels que soient les points de contact qu'il va avoir avec vous. Et là, donc, on va en parler. L'expérience client, elle sert à relier votre stratégie de marque et votre stratégie commerciale. C'est vraiment ce qui va faire le lien, puisque la stratégie commerciale, vos commerciaux, ou vous-même en tant que commercial, c'est vous qui êtes en contact direct avec vos clients. Et donc, comment on lie ce qu'on a travaillé sur la stratégie de marque et le contact? Ce qu'on va voir juste après, il y a toute une théorie que j'aime bien sur les points de contact. L'expérience client, elle sert aussi à poser les bases de votre relation client et la manière dont votre public va être en contact donc, au quotidien avec votre marque et vraiment tous les points, qu'ils soient virtuels ou physiques. Et c'est là aussi où va se renforcer le lien émotionnel, donc à chaque point de contact. Donc la théorie que j'aime bien mettre en pratique, parce que la théorie c'est bien, mais il faut la mettre en pratique après, c'est la théorie de Procter et Gamble sur les moments de vérité. En fait, vous avez forcément toujours plusieurs points de contact qui sont un peu les mêmes selon les marques. Le stimulus, c'est lorsque la marque envoie des messages de communication, comme des spots TV, des radios, mais aussi, par exemple, des posts sur les réseaux sociaux. Le first moment of truth, je vais passer par là d'abord, je vais sauter celui d'avant, qui est le moment, donc le premier moment de vérité, qui est le moment où le consommateur est confronté au produit ou au service. Le deuxième moment de vérité, qui est le moment où le consommateur utilise le produit ou le service. Et le troisième, qui est la réaction du consommateur, une fois qu'il est utilisé, et le bouche à oreille, et ce qu'il va pouvoir, par exemple, dire sur les réseaux sociaux de votre marque. Et depuis quelques petites années, Google a théorisé le Zero Moment of Truth, qui est le moment entre le stimulus et le premier moment de vérité, où le consommateur effectue une grande partie de son parcours d'achat seul grâce à Internet et aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que entre le moment où vous allez envoyer votre message publicitaire, voilà, en ligne ou pas, et le moment où il est confronté au produit, il va y avoir tout un parcours où, vous savez, aujourd'hui, les clients vont comparer les prix, vont comparer les offres, etc. Le digital permet ça. Et donc, ils vont avoir tout un parcours entre le moment où vous leur avez parlé et le moment où ils vont pouvoir toucher le produit. Et donc,
tous ces instants-là, mais il faut essayer de leur appliquer votre identité de marque, en espérant que votre image de marque soit la plus proche, donc l'image perçue, soit la plus proche possible de l'identité de marque que vous aurez voulu développer à chacun de ces points de contact. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'expérience client, c'est que votre marque se doit d'être cohérente, on y revient, tout au long du parcours client, afin d'obtenir la meilleure expérience. Cette cohérence, elle doit aussi se faire avec les éléments qu'on a vus avant, donc la plateforme de marque, la charte graphique, avec le logo, etc. Votre storytelling, votre pitch. J'en ai pas parlé du pitch, mais le pitch, c'est l'expression raccourcie de votre storytelling, l'expression orale en général. Et chaque contact client doit pouvoir offrir une opportunité de renforcer un lien émotionnel avec votre marque. C'est vraiment ça le but de l'expérience client. Donc l'expérience client, elle est dans votre boutique si vous êtes un commerçant, et elle est sur votre site internet, mais elle doit être la même dans votre boutique et sur votre site internet. Alors la même, j'entends pas concrètement, vous pouvez offrir une expérience différente entre la boutique et le site internet, mais en tout cas, elle doit véhiculer les mêmes valeurs et la même personnalité et tous les éléments de votre plateforme de marque, quel que soit le support. Voilà, j'ai terminé sur ma présentation. Donc j'espère que ça vous a plu. Ce que je peux vous proposer, donc c'est vous dire déjà, c'est que le webinaire sera disponible en replay. Vous allez recevoir un email juste après pour vous inciter à télécharger le document. Je crois que vous avez reçu à 45 minutes, parce que je vois qu'on en a à 46, un outil de notes du webinaire. Donc voilà, je vous invite à le noter en espérant que donc, ça vous a plu et que vous mettrez les 5 étoiles qui font plaisir. Et puis là, je suis ouvert à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que j'y réponde. On peut prendre 5-10 minutes pour y répondre sans problème. Avec plaisir. Je vous laisse le temps d'écrire. Je sais que c'est toujours il y a un petit temps un peu en suspens entre le moment où je propose d'envoyer les questions et le moment où elles arrivent. Donc je ne vais pas couper tout de suite. Je vois des merci. Merci Laurine, ça fait plaisir. Je précise, le temps que les questions arrivent, qu'on peut vous accompagner sur ces questions. On n'a pas de parcours de formation dédié à la stratégie de marque, mais ceci dit, comme j'ai dit au démarrage du webinaire, comme on propose des parcours plus larges sur la stratégie d'entreprise, la communication et la stratégie de marque, ce sont des choses qu'on aborde durant les parcours. Ce sont des éléments de nos parcours. C'était très clair, c'était très intéressant. C'est super. Pas de questions du coup. Mais écoutez, je vous remercie. On pourra télécharger le doc en PDF, oui, effectivement. Vous allez recevoir un lien en fait qui va vous l'envoyer normalement, mais vous pouvez aussi retourner sur Webikeo et télécharger directement le document. On peut parfois placer l'expérience client en bonne place importante sur la plateforme. Oui, parce qu'on peut avoir des domaines d'activité qui sont liés directement où l'expérience client est vraiment centrale. Et donc, ça peut faire partie, par exemple, des bénéfices, j'imagine, et de la promesse. Donc oui, on peut l'intégrer, pourquoi pas, selon l'activité, à la plateforme de marque. Ok, écoutez, je vois pas d'autres questions. Donc je vous remercie tous. Et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire qui sera dédié, si je ne me trompe pas, oui, il sera dédié au pitch. Donc c'est, j'avais pas pensé, mais oui, il est dédié au pitch, donc c'est super complémentaire de ce qu'on vient de voir. Donc rendez-vous à la mi-novembre, je ne sais plus exactement quand, je crois que c'est le 15 ou le 17 novembre. Et je vous invite à aller sur Webikeo et taper IRCE, et vous allez voir nos prochains webinaires. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.